Nous savions que le monde ne serait plus le même. Je me souviens d'une phrase d'un texte hindou qui disait « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Je suppose que nous avons tous pensé cela, d'une manière ou d'une autre. Monsieur Robb compte présenter à la Commission l'essentiel de ses arguments. Ensuite, nous entendrons Monsieur Marx au nom de la Défense, après quoi la Commission s'ajournera pour délibérer. Monsieur Robb, vous avez la parole. Monsieur le Président, Messieurs, au long de ces 3 semaines et demie de débat, c'est un homme, un physicien éminent, que nous avons appris à connaître à travers ses contradictions, ses conflits, ses scrupules, et j'avoue que son histoire m'a ému par son aspect tragique. Personne ici n'oserait mettre en doute les grands mérites de M. Oppenheimer, et il est difficile de rester insensible au charme de sa personnalité. Nous devons cependant nous abstraire de ces considérations et nous demander froidement si, dans un domaine aussi important que celui de notre défense, cet homme est digne de notre confiance. Notre sécurité est aujourd'hui menacée par les communistes qui veulent étendre leur domination à tous les continents. M. Oppenheimer a reconnu que, durant de longues années, il a donné toute sa sympathie au communisme. Fut-il un vrai communiste ? Sur ce point, je n'oserais pas me prononcer. Ses proches parents, la plupart de ses amis et connaissances, furent des communistes ou des sympathisants. On le rencontre à des réunions communistes. Il verse sa quote-part à des fonds de soutien. Il lit des journaux communistes. Il fait partie de plusieurs organisations crypto-communistes. Sans doute, le communisme de M. Oppenheimer repose-t-il sur des motifs nobles, la nostalgie d'un monde idéal, le désir de justice sociale. Mais ma conviction est faite. Il est resté solidaire du communisme, même si son enthousiasme s'est peu à peu refroidi, même si certains aspects de l'expérience soviétique l'ont détourné du marxisme-léninisme. Cette solidarité se manifeste de diverses façons. Il propose la candidature de communistes à des postes clés. Plus tard, quand ils feront l'objet de graves soupçons, il usera de son influence pour les défendre. Solidarité encore dans l'affaire Eltenton-Chevalier. Il hésite pendant 6 mois avant de révéler qu'il est au courant d'une affaire d'espionnage. En outre, il déforme la vérité, induit en erreur les services de sécurité. Enfin, son amitié pour un personnage dont nous savons qu'il est communiste, cette amitié le fera manquer à ses devoirs de citoyen. On nous répond « tout cela est loin ». Depuis, le professeur Oppenheimer a donné des preuves éclatantes de sa valeur et de son loyalisme en apportant au gouvernement américain la bombe atomique. Je ne suis pas d'accord. Je reconnais volontiers les grands mérites qu'il a acquis à Los Alamos. Mais son attitude après la guerre, et je pense en particulier à son comportement à l'égard de la bombe à hydrogène, prouve que ses sentiments n'ont pas changé. Il y a 10 ans, quand nous luttions contre le nazisme, dictature de droite, le professeur Oppenheimer travaillait avec acharnement à la bombe atomique. Aujourd'hui, devant la menace soviétique, dictature de gauche,
aussi redoutable que l'autre, le professeur Oppenheimer se sent tout à coup des scrupules et il voudrait qu'on arrive tout de suite à un accord international sur la mise hors la loi de l'atome. Le professeur Oppenheimer oublie que si, à l'époque, nous avons réussi à enrayer la progression des soviétiques en Europe et en Asie, c'est précisément parce que nous avions encore le monopole de la bombe atomique. Il est si impatient d'arriver à un accord avec les Russes sur l'interdiction de l'engin nucléaire que nous le voyons effondrer quand les négociations, par la faute des Russes d'ailleurs, sont rompues. À ce moment-là, quelle eût été la réaction normale d'un homme soucieux avant tout de nos intérêts? Il aurait mis tout en œuvre pour gagner les Russes de vitesse, pour donner aux États-Unis la bombe à hydrogène avant que l'URSS ne possédât la bombe atomique. Oppenheimer réagit tout autrement. Alors que les Soviétiques se hâtent de rattraper le temps perdu, il use de son prestige pour entraver le programme de construction de la bombe à hydrogène. Il prêche la négociation avec Moscou, sous prétexte qu'il faut arrêter la course aux armements. Le temps presse. Le président des États-Unis décide que le programme sera exécuté par priorité. Comment réagit le professeur Oppenheimer? Il est fasciné par les idées géniales d'un Teller. Mais au lieu d'encourager les réalisations, il préconise un programme de recherche à long terme. Cependant, les laboratoires ne chôment pas. La date de l'expérimentation est fixée. Alors, Oppenheimer demande un ajournement, sous prétexte que l'essai risque de compromettre les chances de négociation sur le désarmement. Plusieurs témoins nous ont dit qu'ils étaient troublés par les contradictions entre les paroles et les actes du professeur. Certains, comme le colonel Pache, William Borden et Kriegs, y voient une forme subtile de trahison. Nous qui avons pu observer M. Oppenheimer pendant 3 semaines et demie, nous savons que cet homme n'est pas de la famille des traîtres. Personnellement, j'ai la conviction que M. Oppenheimer a voulu servir de son mieux les intérêts des États-Unis. Il n'en reste pas moins que son comportement après la guerre, ses défaillances manifestes dans la question de la superbombe, ont porté préjudice aux intérêts du pays. Que nous dit M. Teller? Que nous aurions eu la superbombe 4 ou 5 ans plus tôt si M. Oppenheimer l'avait voulu, s'il avait apporté son appui inconditionnel à sa réalisation. Comment expliquer une telle défaillance chez un homme si merveilleusement doué, dont chacun se plaît à vanter les talents diplomatiques et la grande lucidité? L'explication est dans l'homme. Oppenheimer caresse depuis toujours le rêve d'une société internationale sans classe. À cette utopie, qui touche au fond de sa pensée, il est resté fidèle, fût-ce inconsciemment. Et cette fidélité, même inconsciente, n'était conciliable d'aucune autre manière avec son devoir de loyalisme envers les États-Unis. Voilà son drame. Voudrait-il même servir en toute loyauté les intérêts de la nation américaine dans un domaine aussi délicat que celui de la défense du pays? Il en serait incapable, parce qu'il veut demeurer honnête envers soi-même. Nous sommes en présence d'une forme de trahison que nos codes n'ont pas prévue. La trahison mentale qui trouve sa source dans les couches profondes de la conscience et qui gauchit toutes les actions d'un homme, fût-il de bonne foi. Tout au long de ces débats, le professeur Oppenheimer aurait pu saisir l'occasion de renier ses erreurs politiques, ses attaches avec le communisme. Il ne l'a pas fait, parce qu'il est prisonnier de son drame.
Il ne nous a pas caché que ses amis d'hier peuvent toujours compter sur lui. Se rend-il compte de ses erreurs? Les regrette-t-il? Je ne le crois pas. Et quand nous l'entendons proclamer que le monde a besoin de nouvelles formes de vie communautaire, tant sur le plan économique que politique, pour neutraliser la menace de destruction qui pèse sur les hommes de ce temps, je vois là encore une projection de son vieux rêve utopique. Nous, Américains, savons que si notre pays veut survivre, il doit renforcer sa puissance économique, militaire et politique. Nous nous trouvons à un carrefour de notre histoire. Nous savons le prix de notre liberté. L'opportunité historique ne nous permet pas d'accorder une remise sur ce prix, fût-ce au bénéfice d'un homme qui a rendu de grands services. Car, je le répète, je ne méconnais pas les mérites du professeur Oppenheimer, et je le salue avec respect. Ma conviction est faite. Le brevet de sécurité ne peut plus être accordé au professeur Oppenheimer. Je vous remercie, Monsieur Robb. La parole est à la Défense. Monsieur Marc. Monsieur le Président, Monsieur Evans, Monsieur Morgan. Monsieur Robb nous a parlé des grands mérites du professeur Oppenheimer. Il nous a montré ce que son personnage a de tragique. Cet intérêt pour le savant, cette estime pour l'homme, serait-il sincère si le loyalisme de M. Oppenheimer pouvait un seul instant être mis en doute? Nous ne reviendrons pas sur les sympathies de gauche, les idées communistes, les amis communistes, les affiliations à des organisations de gauche. On était de gauche dans les années 30, c'était la mode, surtout parmi les intellectuels. Du reste, cette fièvre sociale avait gagné notre politique du New Deal, qui a introduit dans nos mœurs une plus grande justice sociale. Les débats n'ont rien apporté de nouveau sur ce chapitre. Tout ce qui fut relaté ici sur les anciennes relations de M. Oppenheimer, ses liens et ses sympathies, figurent dans leur questionnaire, vieux de 10 ans, que mon client dut remplir pour le département de la Défense avant son engagement. Tous ces faits étaient connus par la Haute Commission et la Commission suprême qui, en 1943 et en 1947, accordèrent au professeur Oppenheimer le brevet de sécurité. Le dossier constitué par le FBI, ce mystérieux dossier qu'à l'heure actuelle nous n'avons pas encore pu consulter, était entre les mains de cette même commission qui, en 1947, donna sa confiance au professeur. Je suppose que si ce dossier avait contenu une preuve accablante pour Oppenheimer, l'honorable M. Robb n'aurait pas hésité à nous en donner communication. Citons encore pour mémoire le cas Eltelton Chevalier. Là non plus, rien de nouveau. Les faits étaient connus des services de sécurité. M. Robb nous avait promis des révélations. Nous les attendons toujours. À propos de Chevalier, on nous parle d'un conflit de loyauté. Or, Oppenheimer sait que Chevalier est innocent. Dès lors, où est le conflit? En fin de compte, toute cette prétendue affaire d'espionnage s'est effondrée. Malgré cela, M. Oppenheimer veut bien reconnaître que son attitude fut irréfléchie et que si c'était à refaire, on ne l'y reprendrait plus. Que nous reproche-t-on exactement? D'avoir porté atteinte à la sécurité des États-Unis en nous opposant à la réalisation de la bombe à hydrogène, et cela tout en sachant que le salut des États-Unis dépendait de cette arme? Tel serait notre crime de déloyauté. Il ne s'agit pas de savoir si nos conseils étaient ou non éclairés, mais si nous étions sincères en les donnant. Autrement dit, si nous avons agi de bonne foi. Des spécialistes sont venus dire ici que le professeur Oppenheimer fut bien inspiré lorsqu'il engagea le gouvernement à rechercher les bases d'un accord international pour empêcher que la bombe à hydrogène ne devint une réalité. Il avait la prescience de ce qui allait arriver.
cette paix de terreur mutuelle que nous vivons aujourd'hui. D'autres spécialistes, Teller, Alvarez, étaient d'un avis contraire, et c'est leur opinion qui a prévalu. Ils ont combattu hargneusement les vues du professeur Oppenheimer. Mais même ses adversaires les plus acharnés n'ont pas mis en doute sa bonne foi. Tous reconnaissent qu'il avait le désir de servir au mieux les intérêts des États-Unis d'Amérique. M. Teller reproche au professeur Oppenheimer d'avoir montré peu d'enthousiasme pour la bombe à hydrogène. Cette attitude a, paraît-il, causé un sérieux retard dans la fabrication de la superbombe. Mais il est bien difficile de s'enthousiasmer pour une arme quand on sait qu'elle risque d'affaiblir la position des États-Unis et, ce qui est pire, qu'elle constitue une terrible menace pour toute la civilisation. Quand on sait au surplus que techniquement le programme n'est pas au point, que stratégiquement c'est une mauvaise spéculation, que dirait M. Teller si nous lui reprochions aujourd'hui le manque d'enthousiasme qu'il manifesta pendant la guerre pour la bombe atomique? Faut-il lui rappeler que son départ de Los Alamos laissa le champ libre à l'espion Klaus Fuchs? Klaus Fuchs a transmis des secrets atomiques aux Russes, mais il ne nous viendrait pas à l'idée d'en rendre responsable Edward Teller. Il est tout aussi absurde de mettre sur le compte d'Oppenheimer le retard qu'a subi la fabrication de la superbombe. Les conseils donnés par le professeur Oppenheimer étaient judicieux. C'est le programme qui était mauvais. Du reste, les meilleurs spécialistes du moment étaient de son avis. Et cependant, lorsque le président des États-Unis demanda la priorité pour le programme, lorsque, par un apport d'idées nouvelles, les travaux s'engagèrent dans une voie plus sûre, M. Oppenheimer ne discuta plus d'opportunités politiques de la superbombe. Il soutint le programme. Alors que nous reproche-t-on? Où est le manque de loyalisme? Où est la contradiction entre nos actes et nos paroles? En quoi avons-nous porté atteinte à la sécurité des États-Unis? Évidemment, il y a ces réunions secrètes révélées par M. Crouch, le témoin professionnel. Il y a la terrible cavale dévoilée par M. Griggs, le cerveau de l'Air Force. Considérez-vous comme une trahison, messieurs, de ne pas avoir soutenu les vues de ces petits fauteurs de guerre? Devions-nous prendre parti dans la rivalité qui opposait la marine, l'Air Force et l'armée? Étions-nous le conseiller du gouvernement américain ou celui de l'Air Force? Je crois que notre devoir était de servir l'Amérique, et non une clique de militaires. Le loyalisme d'un homme est une chose, la valeur de ses conseils en est une autre. Et ne mettons pas en doute le loyalisme d'un homme parce que ses conseils nous paraissent peu sages. Monsieur Robb voudrait ajouter à nos codes une nouvelle catégorie de trahison, la trahison mentale. Le suivre sur ce terrain serait détruire la carrière scientifique d'un grand Américain, et plus encore saper les bases de notre démocratie. La liberté a son prix. Sur ce point, je ne vous contredirai pas, monsieur Robb. Monsieur Oppenheimer connaît mieux que quiconque le prix de la liberté. Il l'a exprimé un jour en prenant la défense de l'un de ses collègues. Écoutez ce qu'il en dit. Des opinions politiques, fussent-elles exprimées en termes excessifs, ne portent pas préjudice aux qualités foncières d'un homme de science. Nous savons, par l'exemple d'autres pays, que l'orthodoxie politique, si elle est aveugle, peut enchaîner les hommes de science et ruiner leurs efforts. Suivre ces exemples serait détruire la liberté d'opinion et la liberté politique. Ce n'est pas une voie souhaitable pour un peuple qui veut rester libre. Je vous remercie, Monsieur Marc. La commission se réunira de nouveau à une date qui vous sera communiquée. Je remercie tous ceux qui ont pris part à ces débats et en particulier Monsieur Oppenheimer. La majorité de cette commission, à savoir 2 de ses membres, Thomas A. Morgan
et Gordon Gray, après avoir examiné les faits, soumet à la Commission de l'énergie atomique l'appréciation suivante sur le cas de J. Robert Oppenheimer. Bien que nous considérions comme une charge grave les nombreuses attaches que M. Oppenheimer eut dans le passé avec les membres du Parti communiste, et tout en regrettant que M. Oppenheimer soit resté en bons termes avec eux, nous ne voulons cependant y voir aucun indice de déloyauté. Bien plus grave nous apparaît son comportement dans l'incident Eltenton-Chevalier. Un sérieux soupçon d'espionnage pèse sur Chevalier. Mais Chevalier est un ami. Pour le protéger, on n'hésite pas à mentir aux agents des services de sécurité. On bouscule allègrement les consignes. Il importe peu de savoir s'il y eut en fait une tentative d'espionnage. Oppenheimer a cru la chose possible. L'astuce ou la naïveté dont il fait preuve en cette affaire, ses explications confuses, ses inventions dénotent une faiblesse de caractère assez inquiétante. Certes, la loyauté envers ses amis est une belle vertu. Mais quand cette loyauté prend le pas sur les obligations que l'on a envers son pays, elle est sans doute inconciliable avec les devoirs du citoyen. Quant à l'attitude de M. Oppenheimer à l'égard de la bombe à hydrogène, elle nous apparaît comme inquiétante et impénétrable. Il est établi que s'il avait donné au programme un appui sans réserve, nous aurions eu la superbombe depuis plusieurs années. La sécurité des États-Unis s'en serait trouvée renforcée. Nous croyons que son attitude négative était dictée par ses scrupules moraux et il n'est pas douteux que d'autres savants ont perdu confiance à cause de lui. Nous ne mettons en doute ni sa bonne foi, ni son loyalisme lorsqu'il conseillait la prudence. Mais le moins qu'on en puisse dire, c'est que tous les efforts qu'il déploya pour empêcher le développement de la bombe à hydrogène, et plus tard pour amener le gouvernement à renoncer à l'emploi de cette arme, témoignent d'un manque de confiance regrettable dans la sagesse du gouvernement des États-Unis. Étant donné son comportement, nous estimons que sa participation à un programme national de défense risquerait de mettre en danger notre sécurité. En conclusion, considérant les faiblesses inhérentes à sa nature profonde, nous sommes d'avis que M. Oppenheimer ne mérite plus la confiance inconditionnelle du gouvernement américain et de la Commission de l'énergie atomique, que par conséquent le brevet de sécurité doit lui être retiré. Gordon Gray et Thomas A. Morgan, additif de Gordon Gray. En ce qui me concerne, j'estime que si, au départ, certains critères ne nous avaient pas été imposés, nos débats auraient pu aboutir éventuellement à des conclusions différentes. Je prie M. Evans de donner lecture du rapport de la minorité. Considérant les faits qui nous ont été présentés, je tiens M. Oppenheimer pour un homme parfaitement loyal. Je ne vois pas en lui aucun risque pour la sécurité du pays. Aussi, n'y a-t-il pas à mes yeux aucun motif de lui retirer le brevet de sécurité. Voici pourquoi. Sympathie communiste. Comportement dans le cas Chevalier. J'appelle cela de l'histoire ancienne. N'oublions pas que le professeur Oppenheimer a donné aux États-Unis, dans la suite, la bombe atomique. C'est un mérite assez grand pour que l'on fasse table rase du passé. Du reste, M. Oppenheimer n'a jamais fait mystère de ses sympathies communistes. La commission qui, en 1947, lui accorda le brevet de sécurité
en savait là-dessus autant que nous. Que sur des faits identiques, le jugement puisse différer selon le climat politique du moment, voilà un phénomène qui m'inquiète profondément. Lors des discussions au sujet de la superbombe, le professeur Oppenheimer avait non seulement le droit, mais le devoir de défendre son opinion. Dans cette question controversée, ses avis furent toujours motivés. Et nous savons que les meilleurs spécialistes dans ce domaine étaient d'accord avec lui. On peut se demander si ses conseils n'étaient pas finalement les plus sages. Du reste, lorsque nous avons à apprécier le loyalisme d'un homme, nous n'avons pas à juger de l'opportunité de ses conseils, mais de sa sincérité. Quand un homme éprouve des scrupules moraux, éthiques, au sujet du développement d'une arme, il ne laisse pas nécessairement les intérêts des États-Unis. Au contraire, il donne l'exemple de la sagesse. Car une entreprise, aussi lourde de conséquences, mérite, avant qu'on s'y engage, un temps de réflexion. Ward V. Evans. Il apparaît donc que la majorité de la Commission recommande à la Commission de l'énergie atomique de retirer au professeur Oppenheimer le brevet de sécurité. Vous pourrez interjeter appel à cette décision auprès de la Commission de l'énergie atomique. Je donne la parole à M. Oppenheimer qui désire faire une déclaration. Quand je me suis assis pour la première fois sur ce canapé, il y a déjà plus d'un mois, j'avais l'intention de me défendre. J'étais convaincu de mon innocence. Je me voyais victime d'une conjoncture politique que je trouvais déplorable. Contraint de récapituler ma vie, d'expliquer mes conflits, même ceux que l'on me prêtait, mon attitude s'est peu à peu modifiée. Je me suis efforcé d'être franc envers moi-même. C'est une discipline qui doit s'apprendre lorsque, pendant de longues années, on ne l'a pas pratiquée envers les autres. En méditant sur ma condition de physicien de l'atome, je me suis souvent demandé si, effectivement, il ne s'était pas produit quelque chose comme une trahison mentale, cette catégorie nouvelle de trahison que M. Robb voudrait introduire dans notre code. Quand je songe que nous acceptons tout naturellement l'idée que la recherche pure, dans le domaine de la physique nucléaire, se poursuive dans le plus grand secret. Quand je songe que nos laboratoires relèvent du budget militaire et sont soumis à la même surveillance que les objectifs de guerre. Quand je songe à ce qu'il serait advenu, dans les mêmes conditions, des idées de Copernic et de Newton, j'en arrive à me demander si nous n'avons pas trahi l'esprit de la science en confiant le résultat de nos recherches à des militaires sans nous soucier de l'usage qu'ils en feraient. Ce monde où des hommes se penchent avec effroi sur nos découvertes, où chaque découverte aggrave le poids de l'angoisse. C'est nous qui l'avons fait. Sur cette terre où ils se sentent à l'étroit, les hommes ne pourraient-ils pas apprendre à vivre en harmonie avec le monde, à user, pour le plus grand bien de tous, de ces prodigieuses découvertes
que nous leur apportons? C'est un vieux rêve. Ne pourrait-il devenir une réalité? Car enfin, ce n'est plus une utopie d'affirmer que l'énergie atomique offre à tous les peuples des perspectives illimitées de bien-être. Les cerveaux électroniques, au lieu de travailler aux armes de destruction, pourraient prendre en charge nos usines, rendant ainsi au travail de l'homme sa noblesse créatrice. Ce serait la liberté. Et sans liberté, il n'est pas de bonheur. Mais que nous en sommes loin. Et cependant, si nous voulons écarter définitivement ce cauchemar, la destruction de l'humanité entière, nous n'avons pas d'autre choix. À cette croisée des chemins, nous comprenons, nous, physiciens de l'atome, que notre rôle est plus important que jamais, et que jamais notre impuissance n'a été si grande. En retraçant devant vous les étapes de ma vie, j'ai compris, messieurs, à quel point il est difficile de juger nos actions. Car je crois sincèrement que les actes qui me sont reprochés étaient en réalité plus près du véritable esprit scientifique que les quelques mérites que vous voulez bien me reconnaître. Au risque de vous scandaliser, je me demande si nous, physiciens de l'atome, n'avons pas accordé de façon irréfléchie un trop grand loyalisme à nos gouvernements, et cela bien souvent à l'encontre de notre conviction intime. Cela fut vrai, en tout cas, en ce qui me concerne, et pas seulement dans le domaine de la superbombe. Nous avons passé les meilleures années de notre vie dans des laboratoires de mort et de destruction. Nous avons fait la besogne des militaires. Et je sens dans mes entrailles que cela était mal. Je contesterai la décision de la majorité de cette commission. Mais quelles que soient les chances de mon recours, j'affirme dès maintenant ma volonté de ne plus fabriquer d'engins de destruction. Nous avons fait le travail du diable. Nous voulons à présent retourner à nos tâches réelles. Il y a quelques jours, Rabbi m'a annoncé qu'il voulait se consacrer entièrement à la recherche pure. Nous ne pouvons rien faire de mieux que de tenir le monde ouvert dans les rares domaines où cela est encore possible.